Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Est-ce possible de concilier son rôle de maman, une vie personnelle bien remplie, des engagements associatifs et une carrière professionnelle épanouie? Si l'on en croit Myriam, la réponse est oui. Mais tout dépend d'où on vit. Aujourd'hui, je reçois Myriam Mastour, 31 ans, d'origine tunisienne, qui est née et a grandi en Suisse. Activiste pour les droits humains depuis ses 13 ans, avec un fort engagement féministe et antiraciste, elle a fait des études de droit à Genève avant de devenir juriste indépendante et consultante formatrice sur les questions de diversité et d'inclusion. Mariée à un Suisse d'origine congolaise, ils ont ensemble 3 enfants. Les 2 aînés sont nés en Suisse et leur arrivée a provoqué un véritable tsunami dans la vie de leurs parents. Voulant être présente pour ces jeunes enfants, tout en maintenant ses engagements militants et en conciliant études et carrière, le tout dans un pays où rien n'est fait pour soutenir les parents, Myriam a connu l'épuisement. Mais un jour, il y a 2 ans, Myriam et son mari sont partis en vacances au Sénégal, en famille. Et là, ils ont eu un véritable coup de foudre, à la fois pour le pays, mais aussi pour une vision de l'équilibre familial qui correspondait mieux à leur modèle. Alors, en rentrant de vacances, ils ont décidé de faire leur carton et de venir s'installer à Dakar, où ils ont même accueilli, dans la foulée, leur 3e enfant. Myriam vous racontera comment, malgré les peurs et les doutes, cette expérience d'enfantement au Sénégal s'est révélée empreinte de douceur, avec un accouchement de rêve, suivi d'un postpartum comme elle n'en avait jamais connu avant. Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour Myriam. Bonjour Alix. Je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est d'autant plus touchant pour moi parce que tu es la première personne qui m'a fait confiance après ma reconversion en tant que doula pour un accompagnement à la naissance. Et j'ai eu le privilège de t'accompagner pour la naissance de ton 3e enfant ici à Dakar. Et aujourd'hui, tu es la première personne que j'interroge dans le cadre du podcast Tambali. C'est vrai, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là. Avec 3 enfants, est-ce que ça te plaît d'être maman? Ouais, ça me plaît beaucoup d'être maman. Enfin, c'est vrai que les enfants, c'est beaucoup... Ça demande beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de fatigue, ça demande beaucoup d'organisation, c'est aussi des privations, c'est clair. Mais de par ma personnalité très exigeante envers moi-même, très acharnée au travail et à l'engagement et à tellement de choses, en fait, les enfants, ça m'oblige à me poser. Ça m'oblige à prendre aussi des moments, à faire des choses toutes simples de la vie, qui vont pas être des sujets un peu stratosphériques. Ça va être faire un puzzle, ça va être faire de la pâte à modeler, ça va être dessiner, ça va être danser, rigoler, des choses comme ça. Et pour moi, les enfants, ça a vraiment été un souffle, de manière très égoïste, on va dire, même pour moi-même, de réapprendre à vivre un petit peu différemment, de composer avec d'autres choses et puis de prendre différents rythmes. Oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup d'être maman et j'apprends beaucoup avec mes enfants et je vois le monde avec d'autres lunettes aussi que celles que j'avais parce que la maternité et la parentalité de manière générale, ça t'ouvre un monde d'autres inégalités aussi dont tu n'avais pas conscience, que tu ne réalisais pas en fait, des choses toutes banales dans la manière dont on conçoit la société. Et le fait d'en être moi-même parfois victime ou de voir comment est-ce que mes enfants appréhendent le monde, de devoir leur expliquer des choses et du coup de devoir réaliser de quelle manière est organisé notre monde, c'est très enrichissant. Okay. À t'entendre, on a l'impression que ça t'a apporté finalement aussi une forme d'ancrage dans le quotidien, dans le réel, dans des sujets plus
plus terre à terre, entre Oui. guillemets, qui complète aussi ton inclinaison à adhérer à des causes plus larges. Et, c'est intéressant. Et toi, dans quel genre de famille tu as grandi? C'était quoi ton modèle familial? Alors, mon modèle familial, c'est vraiment le modèle tout à fait traditionnel de maman, papa. Et on est 5 enfants. Donc, mes parents sont venus de Tunisie quand ils étaient jeunes, quoi. Mon père est venu comme infirmier en Suisse parce que la Suisse avait besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et ma maman l'a rejoint quelques temps plus tard. Et c'est là qu'ils ont fondé leur famille. Donc, mon papa qui travaillait à 100% et plus comme infirmier, et ma maman qui était femme au foyer, qui s'est très bien occupée de nous. Donc, voilà, vraiment ce modèle un petit peu traditionnel de famille aimante, des parents qui s'aiment beaucoup. J'ai toujours vu beaucoup d'amour entre eux et voilà, qui voulaient apporter le meilleur à leurs enfants. Donc, toujours les pousser à faire de bonnes études, à faire du sport, à avoir des activités, tout en ayant cette fraternité et sororité au sein des enfants. Ok. Et quelle vision, toi, tu avais du rôle de mère à cette époque? Alors, moi, je me suis toujours vue mère, sans avoir vraiment d'idée précise de quand et de comment. J'ai toujours imaginé avoir une fille en premier. Peut-être parce que je suis une femme. Donc ouais, je me voyais, je pense comme beaucoup de personnes, vouloir offrir à mes enfants ce que je n'ai pas eu et leur transmettre ce que j'ai eu aussi. Comme chaque génération, vouloir amplifier puis passer à une étape, un petit peu à l'étape d'après, de combler certaines choses et puis de faire la passation aussi de certaines choses. D'allier effectivement, d'avoir des choses qui diffèrent et aussi des choses qui font le lien avec... finalement toi-même ce que tu as connu. Ouais, et puis aussi du fait que c'est obligé parce que enfant d'immigrés, donc déjà mes parents n'avaient pas de modèle pour nous. Ils ont déjà eu une rupture complète entre le modèle de leurs parents, de là où ils ont grandi en Tunisie, du modèle familial qu'ils avaient en Tunisie, de l'entourage, de voilà toutes ces choses, et puis de se retrouver en ultra-minorité, en Suisse romande, dans un endroit, voilà, ils avaient des liens bien sûr avec la communauté tunisienne en Suisse, la communauté arabe, la communauté musulmane, enfin voilà, des personnes avec qui ils avaient des choses en commun, mais c'est tout un nouveau modèle à réinventer. Et forcément, il y a eu des ratés, forcément, il y a des choses, et puis on en parle assez facilement. Il y a des choses qui ont forcément buggé parce qu'il n'y a pas de modèle. En fait, ils ont vraiment testé des choses avec nous, avec vraiment la volonté de nous partager des valeurs, de nous partager des principes. Et c'est pas facile, en fait. Quand tu crées quelque chose de nouveau et que, moi, j'étais très frustrée de pas mal de choses parce que j'étais souvent la seule musulmane ou la seule à avoir des parents qui avaient des valeurs telles que mes parents ou des principes tels que mes parents, comme... Je donne un exemple au bol, mais de ne pas pouvoir aller dormir chez mes copines, alors que toutes mes copines pouvaient aller dormir chez leurs copines. Et moi, j'en voulais beaucoup à mes parents, que moi, je n'avais pas le droit d'aller dormir chez Ilona, chez Lara. Et donc, ouais, ça te crée vraiment des sentiments de frustration un petit peu, d'être très différente et tout. Et puis, en même temps, ça participe à ton identité, en fait, de te construire dans la différence. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Et donc, moi, là, avec mes enfants, je dois créer encore quelque chose d'encore totalement différent parce que du coup, mes enfants sont tunisiens, congolais, musulmans. Ils ont une partie de la famille qui est musulmane, une autre partie qui est chrétienne. Il y en a 2 qui sont nés en Suisse, il y en a un qui est né au Sénégal. Aujourd'hui, on vit au Sénégal. Quand tu leur demandes tu viens d'où, les 2 grands, ils te disent nous, on est suisses, mais le petit frère, il est sénégalais. Et nous, on est des digital nomades un peu tous les 2, donc on n'est même pas sûr de rester au Sénégal. On ne sait pas combien d'années on sera là, donc peut-être qu'on va aller ailleurs. Enfin, de quelle manière est-ce que l'identité de tes enfants se crée dans tout ça? C'est encore quelque chose de nouveau. Et puis avec mon mari, voilà, on essaye de prendre ce qu'on a reçu de bon, de faire le tri avec ce qui était questionnable et puis ce qui, tout simplement, ne correspond pas à notre vie de famille ou à la personnalité de nos enfants, et puis de créer quelque chose où nos enfants peuvent être épanouis et puis se sentir bien, quoi. Et tu disais que tu t'étais toujours imaginé devenir mère. Oui. Et quand est-ce que ça s'est concrétisé, ce désir d'enfant ou ce premier projet bébé?
Donc effectivement, moi, j'avais pas tellement de calendrier. Et moi, de manière générale, dans la vie, j'ai beaucoup de rêves et de projets et de choses. Mais je vais pas forcément mettre un calendrier parce que j'estime que les opportunités arrivent et qu'il faut aussi aller à faire les pas un après l'autre. Je fais pas de plan sur la comète. Et du coup, il y a des choses que je planifie simplement pas et pour lesquelles je suis assez ouverte. Donc, quand on s'est marié avec mon mari, c'était en 2015. Moi, j'étais en train de finir mes études de droit. De toute manière, pour moi, c'était exclu d'avoir un enfant avant de terminer, en tout cas, le master. Mais mon mari, lui, il est un peu plus âgé, il a 7 ans de plus. Et lui, alors, il voulait déjà avoir un enfant. Lui, si on avait pu, même plus tôt, lui, il était déjà prêt et tout. Donc, je lui ai dit, pas de souci. Moi, on attend la fin du master. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. On arrête la contraception, tout simplement. Et puis, l'enfant viendra quand il viendra. Et l'enfant est venu directement, parce qu'apparemment, cet enfant était aussi pressé comme son papa de faire la rencontre de notre famille. Ouais. Donc, notre première fille est arrivée à ce moment-là. Donc, effectivement, moi, j'avais cette envie générale d'avoir un enfant, sans planifier, et puis en acceptant ce que le destin allait m'offrir, en fait. Ouais. Et donc, finalement, ça s'est fait de façon assez fluide. Ouais. Le mariage, la discussion autour de Complètement avoir un enfant, et quand vous êtes décidé, c'est arrivé parce que j'ai choisi un mari qui puisse être un père. Ouais. Okay. C'était dans mes critères de couple. Du moment que je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, mais je savais déjà ce que je voulais. Pour moi, c'était une personne, qu'on allait rester ensemble pour la vie. Et parmi les critères, je lui ai fait tout un questionnaire sur plein de choses parce que, on sait que l'amour arrive très vite. Je voulais absolument avoir les réponses à mes questions avant que l'amour n'arrive. Donc voilà, je l'ai bombardé de questions. Et les enfants, tu les éduqueras comment? Et qu'est-ce que tu imagines? Et par rapport à ci et à ça, et la spiritualité, et le travail, et le machin, et l'organisation de la vie de famille, et la répartition des tâches, tout ça. Donc, il rentrait dans mes critères. Et c'est pour ça que les choses se sont faites fluidement, parce que je pense que quand on a la bonne équipe, on peut faire face à tout ensemble. Du moment qu'il m'a confirmé que l'arrivée de cet enfant n'allait pas être un frein dans ma carrière, et dans mon engagement et tout ça, et que moi j'avais confiance en lui. C'est ce qu'on a fait. Et effectivement, on continue à être une équipe soudée et à continuer nos projets chacun et chacune, tout en gérant cette joyeuse équipe. En tout cas, c'est hyper intéressant. Je trouve que ça démontre, tu disais que tu avais 19 ans, une maturité émotionnelle, d'être capable de réfléchir à tes attentes, à partager avec l'autre ses attentes, à voir si ça semble cohérent par rapport à un projet de vie. Je pense qu'il y a des gens bien plus âgés qui n'en sont pas encore là dans leur réflexion quand ils se mettent en couple ou quand ils débutent une famille. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, que tu aies eu déjà cette approche à ce moment-là et que finalement ça ait aussi porté ses fruits dans la façon dont vous avez construit votre famille. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu dis que il était donc important pour toi d'être sûr que le fait de devenir mère ne soit pas un frein à tes engagements associatifs, à tes activités et à ta carrière. Et ça, peut-être un peu pas en opposition forcément, mais en tout cas en marquant une différence par rapport au modèle que toi-même tu avais connu. Oui, c'est vrai. J'ai une maman qui était donc mère au foyer et elle, son projet de vie, c'est ses enfants et ensuite ses petits-enfants. Et puis, elle excelle vraiment là-dedans. Mais elle nous a encouragés, que ce soit les garçons ou les filles, on est 2 garçons et 3 filles, vraiment avoir notre indépendance financière, travailler, on a travaillé tous et toutes depuis jeunes, on a toujours eu un boulot à côté des études, on a fait des stages, etc. Donc j'ai eu ce modèle-là, mais tout en étant élevée dans l'idée d'un autre modèle. Qu'autre chose était possible, en tout cas. Voilà, qu'autre chose était possible. Après, c'est clair que pour ma mère... j'exagère dans tout. Elle me dit toujours, mais calme-toi. Et elle a toujours l'espoir que quelque chose me freine. Mais oui, c'est vrai que c'est une différence par rapport au modèle que j'ai eu. Mais moi, je pense que chaque personne a sa personnalité et c'est important de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Moi, sans mon engagement, je peux pas être heureuse, en fait. C'est pas possible. En fait, j'ai besoin d'avoir tous ces aspects-là pour être bien et pour me sentir équilibrée. Donc, j'ai autant besoin d'avoir ma relation amoureuse que d'avoir mes enfants, que d'avoir mon engagement, que d'avoir ma famille, que d'avoir des amis. Et en fait, tout prend vraiment beaucoup de place. Et c'est pour ça aussi le déménagement au Sénégal, c'est qu'en Suisse, on n'arrivait pas à avoir cette place-là. Parce que la vie de famille
en Occident, elle n'est pas soutenue. La Suisse fait partie des derniers pays, dans les pays family-friendly, parmi les pays du Nord, parmi les derniers du classement. Puis ça, nous, on l'a vécu, avec 2 enfants en bas âge. T'es tout le temps sous tension. Déjà parce que il y a très peu de choses qui sont mises en place, donc ton congé maternité est très court, 3 mois et demi, 4 mois. Il y a peu de choses matérielles qui sont mises en place, mais en plus dans la tête des gens, il y a vraiment cette question de responsabilité personnelle. Si tu as des enfants, c'est toi qui l'as décidé, alors tu l'assumes. Et donc, de manière générale, dans la rue, dans les transports, dans les espaces publics, les gens sont assez agressifs. Avec les enfants, t'as toujours la boule au ventre, en fait. Rien que cet été, on a passé l'été en Suisse, et puis il y a eu plusieurs épisodes où je suis dans les transports publics, seule, avec donc un enfant de 5 ans encore, un enfant de 4 ans, et un bébé de 3 mois. Et on nous laisse pas nous asseoir. Ou alors, quand je demande qu'on laisse la place à un de mes enfants qui tient pas debout, on dit « Oh, c'est bon, il a qu'à apprendre ». Quand l'État ne met pas de choses en place pour soutenir les personnes vulnérables, ça rentre en fait dans l'esprit des gens que du coup c'est ta responsabilité personnelle, c'est ton épreuve à toi, c'est à toi de te débrouiller avec ça. Et en fait nous on n'était pas d'accord de souffrir à ce point, ni de laisser tomber quoi que ce soit, l'entrepreneuriat ou l'engagement ou tout ça. Donc le Sénégal nous apporte vraiment cet équilibre. On a beaucoup plus de temps pour nos enfants, on a beaucoup plus de temps pour soi, on a beaucoup plus de temps pour notre couple, on a beaucoup plus de temps de créer et l'environnement nous renvoie vraiment... on n'est pas tendu quand on est dehors. Et quand on s'excuse qu'un de nos enfants fait du bruit, les gens nous disent « Mais pourquoi vous excusez ? C'est un enfant, tout simplement. » Donc oui, la place accordée à l'enfant et à la famille est différente au Sénégal, en tout cas à Dakar, dans la vie que tu as, versus ce que tu as pu connaître en Suisse. Et donc pour en revenir, quand tu es devenue maman la première fois, déjà, est-ce que tu te souviens de comment tu t'es sentie pour ta première grossesse ? Est-ce que tu as aimé être enceinte ? Comment tu as vécu cette première grossesse ? J'ai beaucoup aimé. Après, c'était assez étrange parce que j'avais 24 ans. La moyenne du premier enfant en Suisse, c'est plutôt 30 ans, 31 ans. Et puis, je fais assez jeune. Quand t'as 24 ans et que t'es enceinte, ça fait un adolescente. Et donc, je me rappelle que j'essayais un petit peu de me grandir, m'habiller un peu plus femme, de mettre un peu du maquillage et tout, pour pas que les gens aient un regard de pitié, en fait. Parce que moi, je l'assumais, cette grossesse. Elle était même planifiée. Enfin... Tous les éléments étaient là, j'avais une vie posée, enfin j'avais tous les ingrédients de ce qu'on attend pour quand on attend un enfant. Mais voilà, il y avait ce truc d'être un peu plus jeune, d'être pas mal plus jeune que la moyenne, qui était par moments un peu pesant. Mais non, sinon moi j'ai adoré. Et par rapport à l'accouchement, quelle vision tu avais de l'accouchement et est-ce que tu t'es préparée au niveau mental, physique, émotionnel, logistique ? Comment tu l'as envisagé, cette étape-là ? Alors moi, je l'ai beaucoup préparé parce que de manière générale, je prépare beaucoup de choses dans ma vie. J'aime bien autant, comme je disais tout à l'heure, je laisse la place au destin pour certaines choses que je maîtrise pas et tout ça. Mais autant, quand j'ai quelque chose qui est prévu, je planifie vraiment beaucoup. Et donc, moi, mon objectif, c'était d'accoucher par voie basse, naturellement sans péridurale. Donc, j'étais entre le contrôle et le pas contrôle. Je voulais pas accoucher en maison de naissance parce que ça me faisait quand même peur si jamais quelque chose se passe mal ou comme c'était quelque chose de nouveau, je savais pas si j'aurais envie de la péridurale. Donc, je voulais être en milieu hospitalier. Mais j'ai tout fait pour que cet objectif de pouvoir l'atteindre au maximum. Donc, j'ai fait les cours de préparation à la naissance, j'ai fait de la piscine pour femmes enceintes, j'ai fait du yoga pour femmes enceintes. Je me suis renseignée sur comment faire, les positions, bouger, la respiration. Et puis, j'ai choisi un service à Genève, c'est dans l'hôpital public, mais c'est un service où tu es entouré, il y a, je crois, 9 sages-femmes. Et donc, tu es forcément tu vas tomber sur une des 9. Et je trouvais que j'ai beaucoup aimé le fait d'être un peu enveloppée par ce groupe-là et de pas tomber sur une sage-femme inconnue le jour de l'accouchement parce que je trouvais important d'être dans un groupe qui est formé pour moi. Voilà, j'ai rédigé mon plan de naissance à la lettre. Donc, tu étais déjà engagée dans une démarche de pouvoir affirmer ce dont tu avais envie, tes choix. Et encore une fois, tu avais 24 ans. Et c'était déjà il y a presque 6 ans. Tu nous disais que ta fille... bientôt 6 ans, donc c'est ça. Oui, ça Elle a eu 6 ans, donc ça fait 6 ans. D'un engagement sur ce plan-là de ta vie comme sur les autres. Et au final, est-ce que ça s'est passé comme tu l'imaginais ou comme tu l'espérais ?
Oui, alors ça s'est passé comme je l'espérais. J'ai pu avoir la salle nature. Après, j'ai dû être déclenchée, chose qui me faisait très peur, mais qui finalement, ça a été. Okay. De toute manière, c'était un premier accouchement. Donc maintenant, j'ai vu la différence entre un accouchement sans déclenchement et avec. C'est différent, mais ça se fait, quoi. Et puis, mon mari a été au top. Il m'a bien massé pendant des heures et des heures. Et la sage-femme se relayait avec lui. Donc, je me suis vraiment sentie effectivement enveloppée dans cette équipe et en confiance. Donc, ça a pu se faire comme je l'espérais, mais tout en sachant aussi, parce que la sage-femme m'avait bien dit que tu peux avoir des attentes, mais ça peut tout à fait être autre chose. Ouais. Puis voilà. Le but, c'était que tout le monde soit en bonne santé à la fin de ce processus. Et au-delà de l'accouchement, donc, qui a été plutôt une expérience de ce que j'entends que tu as apprécié, qui a été plutôt cohérente avec tes attentes, comment tu as vécu, quel souvenir un peu tu as général, si c'est pas forcément détaillé, de ces premiers moments? Est-ce que ça a été un bouleversement? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que c'était une montagne? Comment tu t'es sentie à cette période-là? Alors, je visualise ça comme un épuisement, parce que les premiers mois du bébé, moi, mon bébé pleurait beaucoup, tous les soirs, de 17h à 1h du matin, pendant 5 mois. Oui, effectivement, c'est un motif d'épuisement. Il fallait beaucoup la porter. C'était assez intensif. Et puis, à partir du 4e mois, moi, j'ai repris les études à l'université. J'ai commencé l'école d'avocature, qui est un cursus assez intense aussi. Ouais. Et en fait, ça a demandé énormément d'organisation, aussi avec tout le reste de la famille, les amis, toutes les personnes qui étaient impliquées pour ce bébé. Ouais. L'arrivée de ce bébé, ça a fait pas mal de chamboulements dans ma famille, dans mon couple. Ça a nécessité que chaque personne redéfinisse sa place dans la famille. Et ça a été assez douloureux, mais je trouve que ça a été nécessaire. Et je pense que dans la vie, voilà, il y a des étapes comme ça qui sont assez intenses, mais ça permet de redéfinir des choses. Nos familles changent, elles se redéfinissent, et à chaque fois, tu dois redéfinir quel est ton statut. Quel est ton statut? Et voilà, moi, ça s'est passé à ce moment-là. Donc, sur le moment, je trouvais ça assez injuste parce que je me disais, c'est la naissance de mon premier bébé, c'est censé être uniquement un moment joyeux. Mais il s'est avéré que ça a été aussi une épreuve, mais qui, en fait, a été hyper bénéfique pour la suite de ma vie et de ma famille. Il me semble qu'on est beaucoup à passer par là avec l'arrivée du premier bébé, donc que c'est quelque chose d'assez naturel. Et j'avais été un petit peu prévenue que voilà, l'arrivée d'un premier bébé, ça peut faire ça, donc j'ai pas été totalement surprise. Ça reste un moment intense, en même temps tellement merveilleux et tellement hors du temps et hors sol, parce que, oh mon Dieu, qui est cet être qui est là et qui maintenant dépend de nous? Et voilà, moi, il m'a fallu bien 24 heures, 48 heures pour réaliser que c'était mon bébé. Il a fallu qu'on passe notre première nuit que toutes les deux. La première nuit, mon mari était là, puis après, la deuxième nuit, pas. Et c'est là que j'étais là, en la regardant dans les yeux. Oh mon Dieu, c'est mon bébé, en fait. Et puis, après, le 3e, 4e jour, quand on quitte la maternité, puis que tu parles avec le bébé, puis que tu as l'impression d'avoir volé un enfant... Mais on peut pas le dire comme ça avec cet enfant. Vous êtes sûr? En fait, il est à vous. Alors, je le rappelle effectivement pour tous ceux qui nous écouteront, le bébé qui naît est votre bébé. Ce n'est pas le bébé de la maternité, ce n'est pas le bébé du médecin. Parfois, on l'oublie parce que c'est un moment de vie où on est aussi bizarrement un peu infantilisé parfois. Oui, c'est vrai. À l'hôpital. C'est vrai. Mais effectivement, le bébé qui arrive, c'est votre bébé. Tu me partageais effectivement que le moment où voilà, un bébé arrive, qu'on devient parent, ça peut aussi être un moment assez intense vis-à-vis de la famille. C'est vrai que quand on devient soi-même parent, nos parents, nos propres parents changent de rôle et deviennent grands-parents et doivent s'adapter au fait que maintenant on a créé notre propre famille et que notre famille principale n'est plus celle qu'on a connue jusqu'à présent et que leur posture doit s'adapter. Et c'est vrai que c'est des dynamiques qui sont pas toujours simples de recalibrer les rôles de chacun, que chacun retrouve sa place, comme tu le disais. Donc c'est vrai que c'est assez courant que ce soit des périodes aussi d'ajustement qui se font parfois de manière assez naturelle et parfois un peu plus dans la douleur, mais je pense que c'est assez salutaire que ça se fasse et que les configurations qui sont compliquées, c'est aussi quand ça ne se fait pas. C'est vrai. Et que les rôles restent un peu figés alors que la dynamique a complètement changé. Quand tu es devenue maman, donc tu as eu 7 enfants, tu as repris des études, donc ça a été une période aussi qui restait chargée. Et pourtant, tes aînés ont 1 an et demi d'écart, donc ça veut dire que depuis quelques mois, malgré l'intensité, tu t'es lancée dans une seconde
grossesse. Comment ça s'est fait la réflexion justement d'avoir... Quelle réflexion. Non, alors... Pour nous, en tout cas, c'était sûr qu'on allait avoir 2 enfants. À cette époque, même, on en voulait 4-5. Donc, c'était sûr qu'on allait avoir en tout cas un second. Mais il n'était pas prévu aussitôt. Et puis, il est arrivé parce que, pour la petite histoire, c'était l'époque où on parlait beaucoup du danger de la pilule. C'est un petit peu le début. Et puis, il y avait des méthodes un peu naturelles avec la température, etc. Donc, moi, j'ai acheté un de ces trucs pour la température. Mais pour ça, il fallait que je sois régulière dans mon cycle. Donc, j'attendais d'être régulière dans mon cycle pour pouvoir faire ça. Et en fait, ce bébé arrivait à ce moment-là. Il était apparemment, la voie est libre et génial. Franchement, génial. Donc, mes enfants ont 17 mois d'écart, les 2 premiers. Presque 1 an et demi. Et en fait, c'est très, très intense au début. T'as vraiment 2 bébés, quoi. Donc, tout est assez galère. Mais en fait, très vite, ils commencent à jouer ensemble. Ils s'entendent très bien. Ils ont toujours un partenaire et une partenaire de jeu. Finalement, c'est un bon investissement, quoi. Tu as réussi à concilier donc cette vie de jeune maman de 2 enfants en bas âge, toujours avec tes engagements associatifs et cette reprise d'études, les engagements professionnels. Comment tu as réussi à équilibrer tout ça? Alors, j'ai dû faire des ajustements par rapport au programme. Donc, l'idée, c'est que c'était vraiment que j'ai cet objectif de faire mon stage d'avocat, de passer le brevet et de continuer toujours mes engagements, mais en faisant des ajustements de planning. Donc déjà, à la base, l'école d'avocature, je devais la faire directement après le master. Et c'est là où je suis tombée enceinte. Et puis, le début de ma grossesse, j'ai eu un petit peu peur, en fait, de commencer le stage directement à ce moment-là. Et j'ai repoussé l'école d'avocature d'1 année à la fin de mon master. Ensuite, j'ai eu mon bébé. Donc là, j'ai fait l'école d'avocature et normalement, je devais directement commencer le stage. Le problème, c'est que j'étais enceinte de 3 mois d'un second. Puis ma fille avait 11 mois. Donc là, j'ai pu négocier. Donc j'avais trouvé un stage de le repousser de 2 ans. Et quand mon fils a eu 1 an et demi et ma fille avait 3 ans, là, j'ai repris mon stage d'avocate. Et dans l'intervalle, comme apparemment j'avais du temps, donc quand mon bébé, le 2e est né, c'est là où il y a eu en Suisse la grève féministe. Donc il y avait eu une première grève des femmes il y a 30 ans plus tôt, sauf erreur. Et là, l'idée qui a été lancée par les syndicats, c'était de refaire une grande grève des femmes. Et donc à ce moment-là, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que cette grève allait arriver le 14 juin. Moi, j'ai accouché en avril. Et elles avaient appelé les groupes minoritaires à s'organiser pour ramener aussi leurs revendications spécifiques. Moi, j'ai débuté ma vie associative quand j'avais 13 ans. Elle a pris plusieurs formes différentes. Caritatives, pour aider les enfants orphelins, pour des bateaux hôpitaux, pour ensuite c'est passé plus du côté migration et j'ai pu compléter aussi avec mes études, avoir aussi un ancrage professionnel, etc. Et j'étais aussi impliquée dans les organisations musulmanes. Et donc là, j'ai contacté plusieurs filles que je savais être actives, plusieurs filles musulmanes. J'ai fait un groupe WhatsApp et je leur ai dit, en fait, il y a la grève des femmes qui s'organise, ça serait bien qu'on traite de la question du foulard. Parce que c'était aussi, donc en janvier de cette année-là, en 2019, il y a eu à Genève, dans le canton de Genève, l'interdiction de porter des signes religieux au travail pour les fonctionnaires. Chose qui est banale en France, par exemple, mais qui en Suisse n'existe pas à la base. Donc ça a été vraiment un choc, en fait. Donc c'est la loi sur la laïcité qui a été adoptée début de cette année-là. Et donc il y avait vraiment cette envie de faire quelque chose, ce besoin de faire quelque chose. Donc moi, je pensais à ça depuis le début de l'année, mais j'attends quand même d'accoucher, j'accouche, et puis 3 semaines plus tard, je crée ce groupe WhatsApp et qu'on décide de créer le collectif des foulards violets qui se bat contre l'islamophobie genrée pour le droit des femmes de porter ce qu'elles souhaitent. Et donc, on participe à la grève féministe avec le groupe des foulards violets. C'était assez incroyable, quoi. Un groupe de femmes musulmanes ou non, qui portent le foulard ou non, mais vraiment toutes réunies autour de cette volonté que chacune porte ce qu'elle veut, qu'elle soit respectée dans son identité, et puis avec vraiment toute la grève féministe qui nous soutenait. Et donc, j'ai participé à la marche avec mon bébé de 2 mois. J'ai fait un malaise au milieu de la marche parce que j'ai fait une nuit blanche. Donc, j'ai très mal dormi. Et ensuite, on est allé à la marche.
Et il faisait très chaud et ça tapait fort et j'avais mon bébé et tout ça. Et à un moment, j'ai failli m'évanouir, mais on a continué et c'était un moment incroyable. Donc voilà, Myriam dans toute sa splendeur, rien ne m'arrête. Heureusement que je suis partie vivre au Sénégal parce que on peut faire beaucoup de choses et très intensément quand on est très jeune et qu'on a qu'un enfant, entre guillemets, ou que 2 enfants ou qu'on a la santé. Mais en fait, avec le temps, au bout d'un moment, ça devient vraiment beaucoup de sacrifices, même pour le couple, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais plus OK d'être autant dans le sacrifice et surtout que c'était pas un programme qui marche, en fait, d'être tout le temps usé ou après 2 ans plus tard, donc là, j'étais en train de faire mon stage d'avocate et il y a eu en Suisse la votation sur la burqa, donc cette fois dans toute la Suisse, l'interdiction de la burqa. Et on s'est saisi avec les foulards violets de ce sujet et avec mon amie et camarade Inès Elchir, on était les 2 à être vraiment dans les médias, donc extrêmement sollicités, parce que la parole des femmes musulmanes, à ce moment-là, c'était quelque chose de très nouveau, d'autant plus qu'on avait des profils où on n'était pas que dans le témoignage, on avait un message politique, on avait quelque chose, donc c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, vraiment pour... Donc en fait, on s'est retrouvés tout là-dedans, tout en faisant mon stage d'avocate, dans un cabinet spécialisé dans les violences sexistes et sexuelles. Et à ce moment-là, il y avait aussi les questions de consentement dans le code pénal, et je m'emparais aussi de ça. Il y avait aussi la loi sur les mesures policières. Et donc voilà, à fond sur tous les sujets. Évidemment, il y a eu un moment où j'ai fait un burn-out, où pendant 10 jours, j'étais complètement out, complètement un légume. Et en fait, tu peux accepter certaines choses pour toi-même quand tu es seule. Il y a des choses que tu peux pas accepter quand tu as des enfants. Parce que, c'est ce que je disais au tout début du podcast, les enfants, ça m'a permis de réaliser que c'est important de prendre soin de soi. Pour que tout fonctionne, il faut avoir un équilibre. Et l'équilibre, j'avais du mal à le trouver en étant seule. Et c'est grâce aux autres, grâce au fait que tu te rends compte que tu es diminué pour les autres, que en fait, tu peux pas te diviser en 8 et tu peux pas en fait faire des nuits blanches et avoir ton cerveau partout et être partout en même temps. Et c'est là où en fait, tu es obligé de prendre des décisions pour que tout fonctionne. Non, mais c'est vrai que c'est effectivement c'est compliqué de tout concilier, d'être sur tous les fronts, parce que tu avais ton activité, ton rôle de mère, ton activité professionnelle, tes engagements associatifs, une forte exposition médiatique. Mm-hmm. Et donc toi, avec le recul, qu'est-ce qui t'a manqué pour être plus sereine dans cette période et pouvoir plus facilement concilier tes différentes activités? De quoi aurais-tu besoin avec des jeunes enfants en bas âge pour mieux vivre cette entrée dans la parentalité tout en continuant à avoir une activité professionnelle et des engagements associatifs? Moi, je pense que si on avait déjà des congés maternité qui duraient, en tout cas 1 année, ça résoudrait un nombre extrême de questions. Parce que cette fatigue qu'on accumule pendant la première année de notre enfant et surtout tous les doutes et les questions de confiance en soi, je trouve que la maternité, vraiment, quand tu es censé mener de front toutes ces choses et tout de suite te remettre alors que tu dors pas la nuit, alors que tes enfants ont besoin de toi, alors que t'es encore tellement fragilisé, mais en même temps, t'es censé assurer parce qu'il y a la reprise du travail, parce que tu dois tout mener de front, ça fragilise beaucoup. Je pense que déjà, rien qu'avoir un congé maternité d'1 année où tu sais que financièrement, tu vas pas dépendre à 100% d'une autre personne, que tu as pas besoin de trouver des astuces pour trouver de l'argent, que tu as pas besoin de trouver des astuces pour réussir à faire garder tes enfants tout en travaillant. Mais moi, je faisais des trucs de fou dans ces périodes. Parce que moi, je me suis créé ces congés maternité un peu longs. Je dis congé maternité parce que je me suis débrouillée pour être avec mes enfants. Mais du coup, je faisais des travaux sur mesure, par exemple des remplacements dans les écoles. Ça veut dire que l'école m'appelait à 7h du matin, que moi, j'avais un enfant de 6 mois et un enfant de 2 ans que je mettais dans la voiture, dans la poussette endormie, dans les sièges auto endormis, et que quand j'arrivais vers l'école, j'ai choisi des écoles qui étaient vers chez mes parents. Comme ça, ma mère me rejoignait soit à l'école, soit je les déposais en bas de chez elle, endormie, pour pouvoir aller travailler quelques heures et puis pour avoir mon indépendance financière. Et tu te dis, mais en fait, c'est l'État qui aurait dû me payer en fait pendant cette année-là, parce que déjà je leur offre des super enfants qui vont payer la retraite de plein de gens, qui vont participer à cette société. Et en fait, toutes ces astuces que tu dois mettre sur pied, école d'avocature, j'ai repris à l'université de Genève. Mon bébé avait 4 mois et donc je devais trouver des astuces. Donc j'étais très heureuse de pouvoir être avec mon enfant la journée. Je la faisais garder. En général, j'allais chez mes parents la journée, comme ça ils s'occupaient d'elle.
Et moi, je pouvais réviser, mais en même temps, j'étais là pour allaiter, j'étais là pour lui donner à manger à midi. Et après, je la récupérais. Et après, je la prenais. On se dirigeait. Donc, mes parents habitent à 30 km de l'université. Je la déposais en chemin à mon mari à 17h pour qu'il la prenne. À 18h, j'étais à l'université. Je revenais pour 21h. Et puis là, je reprenais. Et lui, comme il avait dû s'arrêter plus tôt de travailler, il recommençait à travailler à 21h. Donc, une vie de fou. Mais au moins, j'ai pu être avec mon enfant. Donc, c'est vraiment ce truc de si tu ne veux pas faire l'impasse sur le fait d'être là pour ton enfant dans sa première ou dans ses 2 premières années de vie, c'est des sacrifices monstres. Donc, moi, j'ai été d'accord de les faire parce que j'avais pas le choix et parce que j'étais jeune et que j'avais la santé et l'énergie pour le faire. Mais je trouve que c'est pas normal. Et c'est pour ça que je savoure autant cette 3e grossesse, ce 3e enfant, parce que maintenant je suis au Sénégal. Notre organisation de vie est complètement différente. J'ai beaucoup plus d'aide à la maison. En Suisse, pour avoir de l'aide au ménage, pour payer quelqu'un qui peut t'aider pour le ménage, j'avais quelqu'un qui venait 2 heures toutes les 2 semaines. Ou alors, ma maman, quand elle venait le mercredi s'occuper des enfants, les autres jours, ils étaient à la crèche. Ou bien mon mari les prenait une demi-journée, mais voilà, le mercredi, quand ma mère venait, elle allait un peu avancer dans la vaisselle ou elle allait faire quelque chose pour m'aider. Mais voilà, t'as pas un système pour t'aider. T'es là et tu dois tout faire. Tu travailles, tu fais le ménage, tu fais la cuisine, tu fais les courses. Et au Sénégal, ça va mieux. Et ce bébé, je le savoure. En fait, déjà, j'ai accouché avec le bruit de l'océan. Je crois que c'était un bon départ. Parce que du coup, tu es arrivée au Sénégal avec ta famille il y a 1 an et demi. Et finalement, la grossesse de ton 3e enfant a été assez conjointe avec votre installation. Ça a été comment de vivre une 3e grossesse tout en prenant vos marques dans un nouveau pays? Comment tu l'as vécu ce moment-là? Alors, ça a pas mal retardé, je dirais, le fait de vraiment bien découvrir le Sénégal. On était un petit peu centré sur nous, aussi parce que cette grossesse a été un peu compliquée pour moi médicalement. J'ai eu quelques soucis dans les premiers mois. Donc, j'ai dû être alitée pendant quelques semaines. Donc, on a été... c'était quelques mois où on était vraiment mollo. On allait vraiment doucement. On était centré sur notre bien-être, sur le fait de prendre le temps. Aussi de vraiment vivre cette transition avec nos enfants qui étaient déjà là. Et puis, d'être là pour eux et de prendre le temps après l'école. Donc, c'était vraiment un ralentissement total, alors que dans la réalité, on a continué nos activités. Moi, je suis à mon compte comme juriste et consultante discrimination. Mon mari a une fiduciaire, comptabilité, gestion d'entreprise. Il a continué avec son entreprise en Suisse, donc il travaille à distance. Donc, on a continué à travailler pareil. Et pareil, l'engagement associatif. J'ai mené des campagnes depuis ici, tout ça. Mais tout ça tient plus dans la journée de travail parce que, en fait, il y a moins de choses. Je sais pas comment dire, il y a moins... Les journées sont moins remplies d'autres choses. Et du coup, on a réussi à mieux se concentrer sur notre bien-être et sur nous. Et après avoir vécu 2 accouchements en Suisse, est-ce que tu t'es posé la question, pour cette 3e grossesse, d'aller accoucher en Suisse, ou c'était évident pour toi que tu allais rester accoucher à Dakar? Alors, c'était évident pour moi que j'allais accoucher ici, parce que dans notre démarche de venir vivre au Sénégal, le but, c'était aussi de vivre l'Afrique comme elle est. De consommer local et au maximum autant qu'on peut, parce qu'il n'y a pas tout. Et puis ça, on se rend compte des limites aussi. La colonisation n'est pas finie. Tout n'est pas disponible. Mais c'était aussi de dire, il y a beaucoup de fuites des cerveaux, mais en fait, il y a des cerveaux qui sont ici. Il y a un savoir-faire, il y a beaucoup de compétences ici aussi. Et puis, d'un point de vue très pratique, partir accoucher en Suisse, ça voulait dire aussi que sortir nos enfants de l'école, parce que c'était pas... c'était prévu pour mars, donc c'est pas les vacances d'été. Ça demandait une logistique assez incroyable. Nous, on voulait vraiment, donner sa chance à l'Afrique en tout point. Donc ça a participé à ça, même si ça n'a pas été sans angoisse du tout. On a eu beaucoup de craintes. Et comment tu t'es préparée justement pour essayer de gérer au mieux ces craintes ou d'essayer d'agir sur les différentes appréhensions que tu pouvais avoir? D'abord, j'ai eu plusieurs expériences avec des gynécologues qui se sont pas forcément très bien passées parce que je vois que la prise en charge, elle est
très médicalisé, on fait très attention, surtout aux expats. On va leur dire attention aux moindres trucs. Donc, on m'a mis beaucoup de peur, en fait. Pendant tout le premier trimestre, j'ai cru que j'allais perdre mon bébé, alors que, objectivement, il n'y avait pas vraiment de crainte, à part, bien sûr, quand j'ai fait un décollement du placenta. Là, bien sûr, c'était quelque chose d'objectif. Mais avant ça, on m'a fait peur pour vraiment 3 fois rien. Et ça, j'ai trouvé assez lourd, en fait, parce qu'il n'y avait pas de raison. Donc, ce que j'ai fait, c'était simplement de changer de médecin et puis d'essayer de me renseigner auprès d'autres personnes pour trouver un petit peu la perle. Et là, tout à coup, dans un coworking, je rencontre Miss Alice Diagne-le-Rouge et qui me dit « Je suis doula ». Et en fait, ton projet, c'est ça, parlons-en. Et en fait, c'est toi, en fait, qui m'a orientée vers un gynécologue qui était complètement dans l'esprit de ce que je voulais entreprendre et en fait vers tous les autres professionnels qui m'ont permis en fait de vivre ma fin de grossesse rêvée et mon accouchement rêvé. Et ça c'est intéressant aussi quand tu parles d'accouchement rêvé. Donc comment tu l'as vécu ce 3e accouchement, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui continuent d'être véhiculées par rapport au fait d'accoucher dans un pays en développement. Et quand on se pose la question justement pour certains d'accoucher au Sénégal, à Dakar, ou d'accoucher ailleurs, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir justement des expériences de comment ça peut se passer ici. Donc toi, tu parles d'accouchement rêvé quand tu fais référence à ce 3e accouchement. Donc comment tu l'as vécu ? C'était assez incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé cet accouchement. On a refait une préparation à la naissance avec toi, qui a été demandée par mon mari. Oui, parce que qui avait apparemment tout oublié, je cite. Voilà, donc c'est même pas moi qui l'ai demandé, c'est lui. Il a dit je sais plus comment on fait pour calculer, pour les contractions, tous ces trucs. Et en fait, j'ai découvert d'autres choses que j'ai trouvé très utiles pour l'accouchement, pour être plus en fait dans mon corps, plus consciente de mon corps et de quoi mon corps était capable. Donc c'est vrai que pour les 2 accouchements, j'avais déjà eu des accouchements naturels par voie basse, sans péridurale. Donc il y avait pas mal de choses que j'avais déjà expérimentées et que je connaissais. Mais là, voilà, tu nous as rapporté d'autres éléments que j'ai trouvés très utiles pour le jour J. Et en fait, on était vraiment dans une bulle pendant cet accouchement parce qu'on était dans la salle, dans la chambre en fait. Le corps médical a accepté en fait toutes mes demandes. Ça a été très fluide parce que toi, tu étais complètement briefé. Eux, ils étaient complètement briefés. Toi, tu faisais le lien. Donc moi, je me rendais pas trop compte de ce qui se passait. J'avais un peu toi ou mon mari qui me demandait un petit peu... poser un peu des questions, et puis vous faisiez le travail pour moi. Donc moi, j'étais vraiment animale, quoi. J'étais concentrée dans mon corps, dans ce qui se passait. Il y avait le bruit des vagues. Toi, tu as organisé aussi toute la chambre. Il y avait des petites lumières, il y avait le ballon, il y avait la paille. Enfin, tu avais un nombre d'accessoires incroyables qui étaient super. Vous vous êtes relayés pour me faire des massages avec mon mari. Donc, c'était vraiment très fluide. Je vois vraiment ça. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Même quand j'ai demandé de rester accoucher dans la chambre parce que je me voyais pas traverser un couloir bondé à 9h du matin avec des lumières et tout ça, ça a été accepté. J'ai voulu accoucher debout, ce que j'avais pas pu faire dans les 2 premiers parce que j'avais pas réussi à m'imposer, on va dire, ou que j'avais pas... je me rendais pas compte à quel point ça aurait pu être bénéfique pour mes accouchements, ou peut-être que j'étais trop fatiguée, je sais pas. En tout cas, ça s'est pas fait et j'espérais vraiment pouvoir un jour accoucher debout. Et là, en fait, ça a pu se faire. Et d'ailleurs, c'était beaucoup mieux parce que j'ai des enfants mes garçons ont des tours de tête assez importants. Et en fait, il y a pas de miracle, quoi. La gravité, elle fait... La gravité, effectivement, et la position du bassin ouais. ont beaucoup joué dans la facilité ou non à expulser un bébé. Ouais, complètement. Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup aimé la poussée de mon premier garçon. C'était assez long. J'étais couchée sur le dos. Et là, j'ai vu complètement la différence, alors que ils ont à peu près le même tour de tête. Et en fait, de pouvoir avoir un accouchement physiologique qui réponde complètement à... C'était vraiment naturel. Je l'ai vraiment senti comme ça. C'était vraiment juste fluide. Je sais de quoi mon corps est capable. J'ai compris les étapes de l'accouchement. J'ai compris que le bébé fait un peu des allers-retours, que quand il y a eu le moment où j'ai eu un peu un désespoir vers la fin, où j'ai dit « mais ça fait mal » et tout. Et je me suis rappelé que tu m'avais dit
qu'il y a un moment qui s'appelle le désespoir. La phase de désespérance. Voilà, mais ça, je le savais pas pour mes 2 premiers accouchements. Et du coup, quand j'ai eu cette phase-là, je me suis pas dit, c'est la fin, j'ai envie de mourir comme les premiers. Je me suis dit, en fait, ça, c'est normal de passer par là. Ça veut dire que c'est bientôt fini, que je vais avoir mon bébé dans les bras. Et en fait, le fait, d'avoir toutes ces connaissances, et évidemment qu'on peut pas tout savoir pour le premier bébé. Et moi, je m'étais aussi beaucoup préservée pour le premier bébé. Je voulais pas trop en savoir parce que je pense je trouve qu'il y a des choses qui font peur. Et surtout, je voulais pas connaître les scénarios catastrophiques et tout ça, parce que je pense que c'est un moment où on doit être courageuse et qu'il y a des choses qui nous enlèvent notre courage et qu'on n'a pas besoin de savoir tout. Mais là, j'ai trouvé bien d'être en conscience de ça et ouais, le bruit des vagues, et c'était juste impressionnant, quoi. En fait, il faut quand même que je complète par rapport à mon accouchement rêvé. C'est que j'ai eu un accouchement rêvé parce que j'ai pas eu de complications aussi. Mais que j'avais très, très peur de cet accouchement parce que je sais au Sénégal, avoir un accouchement avec des complications, ça peut être très compliqué. Et d'ailleurs, par exemple, le fait que moi, ce qui m'angoissait beaucoup, c'était au cas où je fais une hémorragie, qu'en fait les banques de sang sont vides. Et donc j'avais demandé, comme mon mari a le même groupe sanguin, il a pu tirer son sang, le mettre à la banque de sang à mon nom. Comme on n'en a pas eu besoin, je ne sais pas si on l'aurait eu à la fin. Mais en tout cas, moi, ça m'a rassurée de savoir qu'il l'avait fait. Et ça me faisait très peur. Et d'ailleurs, comme je ne savais pas si j'allais avoir des complications et comment ça allait se passer, avant d'accoucher, on a eu une discussion avec mon mari. On a eu plusieurs discussions où je lui ai dit, écoute, si je décède, ça et ça. D'accord. Donc, tu avais quand même à la fois cette volonté affirmée de vouloir accoucher, tout en gardant au fond cette possibilité que quelque chose se passe. Et ça, tu l'avais pas forcément eu de cette manière-là quand tu étais en Suisse. Non. Okay. Alors, j'ai pas spécialement fait de testament ou pensé à la mort quand j'ai accouché en Suisse. Par contre, ça a été le cas au Sénégal. Très clairement. C'est très clairement quelque chose qui était très présent parce que c'est une réalité de fait. Des histoires que j'ai pu entendre, c'est un risque qui est là. Et moi, c'est un risque que j'ai accepté de prendre avec spiritualité, avec croyance dans le destin. Et puis avec j'étais quand même dans une clinique privée avec un gynécologue qui est extrêmement bon dans son métier. Donc a priori, ça devait bien se passer. Donc je pense que j'ai quand même... Je n'ai pas fait un truc complètement fou non plus. Mais oui, c'était présent. J'ai accepté ce risque-là. Et juste pour préciser, le risque de faire une hémorragie, effectivement, au moment de la délivrance du placenta, n'est pas plus élevé au Sénégal forcément qu'ailleurs. Mm-hmm. En revanche, c'est la façon dont on arrive à gérer cet événement-là qui diffère effectivement au vu du contexte et notamment ce dont tu parlais du fait qu'on manque de sang. Par rapport à cette expérience-là d'accouchement. Sur la suite, est-ce que tu as trouvé que c'était quand même plus simple, plus doux, plus fluide de gérer un bébé, plus 2 aînés, plus le réajustement de ton activité professionnelle au Sénégal versus l'épisode très intense dont tu nous as parlé quand tu étais en Suisse? Ouais, alors complètement. Et ça tient à une chose, c'est qu'au Sénégal, tu peux avoir de l'aide à la maison. Il y a quelqu'un qui m'aide à la maison pour le ménage, pour la cuisine. Et en fait, juste de ne pas avoir ça à gérer, ça change juste tout. C'est juste énorme en fait, d'avoir ce soutien-là, même si c'est clair qu'en Suisse, j'avais ma famille et que les premières semaines, ma maman était là. Mais après, il y a ce moment assez vite où tu te retrouves un peu quand même à devoir gérer vraiment beaucoup de choses et du coup, à forcément laisser aller ta santé. Alors que là, j'ai eu la chance de pouvoir me concentrer sur ma santé, sur celle de mon bébé, et sur l'allaitement, et sur les autres enfants quand ils arrivaient, et à gérer les coliques le soir avec mon mari. Non, ça a été beaucoup plus fluide, et en fait, je ne savais pas que le corps pouvait se remettre d'un accouchement aussi bien et aussi vite. Et donc aujourd'hui, tu as une vie qui est différente de celle que tes parents ont eue aussi. Toi aussi, tu as tout à reconstruire par rapport à ce que tu as connu. Tu as des enfants qui sont donc d'une famille multiculturelle, qui grandissent en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as reçu de tes parents que tu veux vraiment transmettre à tes enfants? L'amour, vraiment beaucoup d'amour. J'ai jamais douté que mes parents m'aimaient et qu'ils étaient prêts à tout pour moi. Pour nous, qui nous aiment infiniment. Ça, c'est vraiment l'amour déjà entre eux,
de leur couple. Et je pense que c'est important que nos enfants voient qu'on s'aime. Et l'amour pour leurs enfants, ce sacrifice... J'aimerais moins me sacrifier que mes parents. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la génération précédente. Ils étaient vraiment beaucoup dans le sacrifice. Et je pense que notre génération, on est un peu plus dans le self-care aussi. On essaye de trouver un équilibre différent. Donc, ce que tu souhaiterais faire peut-être différemment, tu disais peut-être plus prendre soin de toi aussi, te considérer au premier plan. Ce que je souhaite pour mes enfants, c'est vraiment que chacun et chacune puisse se construire dans sa personnalité et en fait grandir en vraiment bâtissant une confiance en soi, en sachant que je me suffis dans le sens où je suis capable d'affronter les épreuves de la vie, quoi qu'il se passe autour de moi. Peu importe qui est autour de moi, que chacun de mes enfants ait vraiment les outils intérieurs pour affronter la vie. Et c'est vraiment ça que j'aimerais leur transmettre et puis qu'on essaye vraiment de faire avec mon mari. Et on est toujours en train de diagnostiquer en ce moment quel est le défi de chacun des enfants. Et comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner? Et là, pendant les prochaines semaines, on va se concentrer sur ça. Je voudrais te poser une dernière question. Plus tard, quand tes enfants seront grands, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? C'est joli comme question. Moi, ce qui me toucherait beaucoup, c'est si mes enfants disent qu'ils sont fiers de moi, qu'ils voient ma place dans le monde comme ayant été utile, que notre maman, elle a servi à quelque chose. Qu'elle a permis de faire des choses. Et ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la complicité avec mes enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose de central qu'on a maintenant, mais je sais qu'avec l'adolescence, après, les choses peuvent complètement se retourner. Mais qu'ils puissent dire maman, c'est quelqu'un en qui on a confiance, c'est quelqu'un à qui on peut parler, c'est quelqu'un qui ne nous juge pas, c'est quelqu'un qui nous accompagne, c'est comme une meilleure amie et qu'on est fiers d'elle, quoi. Après tout ce que tu nous as raconté, je suis absolument certaine que c'est exactement ce qu'ils diront. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, de m'avoir accordé ta confiance. Merci à toi. C'est un plaisir d'enregistrer cet épisode et on a hâte de suivre toutes tes nouvelles aventures et tous tes engagements. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.